Il y a un an exactement, la dissolution renouvelait l'Assemblée nationale et avec elle changeait la donne politique. Un an après, Emmanuel Macron retrouve le droit de dissoudre à nouveau. Avant d'imaginer qu'il l'utilise, quel est le bilan politique de cette dissolution prononcée il y a un an? On en parle avec l'invité de la matinale. Bonjour Jérôme Jaffray. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Vous êtes un puits de science et de connaissances sur le fonctionnement de la Ve République et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Merci d'être avec nous. Une réaction sur la chronique que vient de faire Guillaume Tabar. 2 ans avant la fin de son mandat, déjà une projection en 2032. Cette élection présidentielle rend-elle fou ? Elle domine évidemment le jeu politique et là, c'est à ma connaissance la première fois qu'on enjambe à ce point et évidemment ça n'est pas le fait du hasard. 2 choses sur ce qu'a dit l'excellent Guillaume Tabar. La première, Macron dit j'aurai besoin de vous à ses jeunes supporters dans les 10 ans qui viennent. La logique eût été dans les 12 ans qui viennent. Car s'il se fait réélire en 2032, par extraordinaire, il irait jusqu'en 2037. Et Guillaume Tabar finit en disant, après Giscard, Sarkozy, Hollande, comment ne pas penser à redevenir président de la République, sauf vous l'aurez noté qu'aucun de ces 3-là n'est redevenu président de la République. Aucun n'y est parvenu. Alors, ma question est simple ce matin. Quel bilan faites-vous de la dissolution et des recompositions qu'elle a entraînées, Jérôme Jaffray ? Écoutez, parlons franchement, cette dissolution prononcée il y a un an, au soir des élections européennes, au soir du désastre de la liste macroniste, qui avait recueilli 14,5% des suffrages exprimés, moins de la moitié que le score du Rassemblement national de Jordan Bardella, grand vainqueur de cette élection. Cette dissolution, c'est la plus grande erreur de politique de toute la Ve République, puisque vous avez eu la gentillesse de dire que je connaissais assez bien l'histoire de cette République. La dissolution, elle répond à une crise majeure et elle permet une solution politique. Or, il n'y avait pas de solution politique derrière cette dissolution. Et depuis un an, nous assistons à un blocage du système politique tout entier. Et le problème, c'est qu'il va durer au moins jusqu'en 2027. Il n'est même pas évident qu'il s'arrête en 2027. Une des choses les plus frappantes, si vous voulez, c'est la distance qu'il y a entre le vote des Français et la gouvernance du pays. On ne l'a pas assez souligné, mais le Premier ministre, le parti dont est issu le Premier ministre actuel, François Bayrou, figurez-vous que c'est le MoDem, figurez-vous que c'est le 7e groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en termes de nombre de députés, alors que le principe majoritaire de la Ve République, c'est que c'est le premier groupe parlementaire, le Premier ministre en est normalement issu, ou en tout cas l'un des 2 premiers en termes de s'il y a coalition. 7e groupe parlementaire. Et son prédécesseur, Michel Barnier, des Républicains, c'était à peine mieux, c'était le 5e groupe parlementaire. Ça s'appelle l'effet de levier en économie. Oui, mais pas en politique apparemment. Il n'y a pas d'effet de levier. Au fond, nous sommes... Vous me parlez de la Ve République, mais actuellement, je relis beaucoup sur la 4e République, parce que nous sommes un peu redevenus vers la 4e République. Et relisant, par exemple, André Siegfried, un grand maître de la science politique, qui faisait la préface de l'année politique qui paraissait tous les ans. Dans celle de 1955, j'ai trouvé cette phrase, je me permets de vous la citer, « Les gouvernements ne réussissent à survivre qu'en ne gouvernant pas. Toute prise de position un peu nette entraînant ipso facto leur chute. » Est-ce que c'est une phrase de 1955 ou une phrase de 70 ans après ? C'est une phrase qui pourrait s'appliquer à François Bayrou, qui est contraint de ne rien faire pour durer et de durer pour ne rien faire parfois. Alors comment imaginez-vous, est-il possible que Emmanuel Macron soit à nouveau tenté de dissoudre l'Assemblée nationale ? Il peut le faire à partir de ce soir minuit. Voilà. L'article 12 de la Constitution indique bien que il retrouve son droit 1 année
après la tenue des élections précédentes. Le second tour des dernières législatives, c'était le 7 juillet 2024. Nous sommes le 7 juillet. Et donc, le président, la formule qu'on emploie du côté de l'Élysée, c'est il est réarmé politiquement. Bon, sauf qu'il n'y a pas de balle dans le revolver du président. Mais comme je ne croyais pas une seconde à la dissolution d'il y a un an, je me garderais bien de considérer que c'est tout à fait impossible. Il faut bien comprendre que la dissolution dans les institutions de la 5e, voulue par le général de Gaulle, c'est d'abord un peu comme la dissuasion nucléaire, c'est une menace. Il n'y a pas besoin de s'en servir, il faut simplement que les députés sachent que s'ils renversent le gouvernement, ils sont susceptibles d'être renvoyés devant les électeurs. C'est ça, le schéma parfait de la 5e République. On n'a donc pas à s'en servir. Et la meilleure preuve, c'est qu'entre 1958 et 2024, il n'y avait eu qu'une seule motion de censure votée, celle de Georges Pompidou en 1962, dissolution, victoire gaulliste au référendum et aux élections législatives. Donc, si vous faites la dissolution, il faut avoir une chance de gagner pour un président de la République. Si vous n'en avez pas, quel serait le résultat d'une dissolution? Aujourd'hui, dans un paysage politique aussi troublé, aussi morcelé, aussi dominé par le Rassemblement national, et où, à l'évidence, la fonction de front républicain qui a bloqué le Rassemblement national il y a un an serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Vous évoquez le Rassemblement national. Après tout, la dissolution de l'année dernière a été provoquée par un score énorme du Front national, du Rassemblement national aux élections européennes. Et Emmanuel Macron voulait clarifier la situation et éventuellement obtenir un sursaut d'électeurs qui lui seraient favorables. Un an plus tard, est-ce que vous estimez que le Rassemblement national est plus fort qu'autrefois, renforcé? On en a parlé la semaine dernière puisque Nicolas Sarkozy a reçu Jordan Bardella. Je voudrais savoir comment vous avez, reçu ces événements. Eh ben, Nicolas Sarkozy a renforcé le Rassemblement national en recevant Jordan Bardella. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que cela, parce que le message est clair. Le Rassemblement national est fréquentable. La preuve, je le fréquente. C'est un message. Alors évidemment, les choses sont plus subtiles avec Nicolas Sarkozy. C'est une petite vengeance à l'égard d'Emmanuel Macron qui ne l'a pas soutenu sur la Légion d'honneur. Ça n'est pas une aide apportée à Bruno Retailleau. Et c'est également assez sévère à l'égard de Marine Le Pen. Sur la Légion d'honneur, pardon, pas de côté, mais Emmanuel Macron avait dit qu'il ne concevait pas qu'on puisse retirer une Légion d'honneur à un président de la République. Mais ça s'était limité à ça. Voilà, ça s'était limité à ça, et Nicolas Sarkozy, peut-être un peu naïf, avait cru que du coup, on ne lui retirerait pas. En tout cas, si vous voulez, c'est ce café de courtoisie, comme on l'a appelé, ironiquement, qui est un événement politique considérable, ça n'est pas non plus très aimable pour Marine Le Pen. Ça sous-entend qu'il y a le bon Rassemblement national, celui de Jordan Bardella, qui est finalement assez proche sur beaucoup de conceptions, et en particulier économiques, de la droite, et un Front national qu'on tient beaucoup plus à distance, celui de Marine Le Pen. Alors maintenant, ce Rassemblement national, oui, il est plutôt renforcé depuis un an. Reste la question évidemment de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. Sera-t-elle possible? Mais on voit qu'avec Jordan Bardella, il y a un candidat de rechange. Et en tout cas, le Front républicain, je l'ai dit, est beaucoup plus difficile à mettre en place. L'ennemi principal politique pour beaucoup d'électeurs aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est plus le Rassemblement national. Et du coup, la tectonique des plaques a bougé. Est-ce que le fait que Marine Le Pen ait admis qu'il fallait que Jordan Bardella se prépare, c'était la fin d'un tabou, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, est-ce que ça aussi, ça renforce le Front national? C'est-à-dire le fait que, d'une certaine façon, Marine Le Pen admet que le RN puisse être délepénisé et bardélisé. Vous allez loin en besogne, parce que je trouve que, tout en disant qu'il faut que Jordan Bardella se prépare, elle ne l'aide pas beaucoup à se préparer. La phrase cruelle sur la Nouvelle-Calédonie de Marine Le Pen est encore dans les mémoires. Je ne suis pas sûr que Jordan Bardella soit très au courant de ce dossier. Alors, s'il en est du dossier néo-calédonien et des autres dossiers, ça veut dire que y a quand même pas la même chose qui joue. Il ne joue pas tout à fait à niveau égal. C'est aussi
aussi le message de Marine Le Pen. Jérôme Jaffray, politologue et l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin. Projetons-nous dans l'avenir. Vous l'avez sous-entendu, le gouvernement est obligé de ne rien faire pour durer. Avez-vous une vision de ce qui peut arriver au moment de l'élaboration du budget et des orientations budgétaires proposées par François Bayrou ? Alors, vous êtes optimiste parce que le rendez-vous du 15 juillet que François Bayrou a donné sur une présentation du plan budgétaire risque d'être partiel, limité et de renvoyer, si vous voulez, à de nouveaux feuilletons budgétaires. Dans une interview au Figaro vendredi dernier qui était très intéressante, Marc Fesneau, le puissant président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, très proche de François Bayrou, a d'ores et déjà dit « Je suggère qu'on ne présente qu'une partie, 20 à 25 milliards d'économies, d'efforts incontournables, disait-il, sur les 40 milliards d'économies à faire. Et pour le reste, on laisse les options ouvertes. C'est-à-dire qu'à mon avis, on se dirigera tout simplement vers un budget assez éloigné d'une économie, d'une façon ou d'une autre, de 40 milliards. C'est le message qui est un peu envoyé. Mais la question derrière, si vous voulez, c'est la question de savoir, j'entends dans la classe politique l'idée que tout se réglera en 2027. Que à la présidentielle de 2027, par miracle, on va trancher. Voilà, on va trancher tous les débats. Alors ça, on va trancher tous les débats. Ça demande à voir en la matière. Il y a un risque réel que la présidentielle de 2027 ne permette pas de clarifier le paysage politique et de donner, si vous voulez, la présidentielle. Là aussi, je reviens à ce qu'elle représentait pour le général de Gaulle. C'est un élan pour le président élu. C'est une légitimité qui lui est accordée pour agir. C'est des députés qui sont là pour le soutenir, en tout cas une majorité d'entre eux pour le soutenir dans l'action, et c'est une acceptation des orientations qu'il présente au pays et qu'il peut mettre en œuvre. Est-ce que toutes ces conditions seront réunies ? Alors, vous avez l'hypothèse où Marine Le Pen ou Jordan Bardella sont élus. Est-ce qu'ils auront une majorité derrière ? Est-ce que les Républicains se casseront en deux avec une partie qui accepte d'aller avec eux ? Voilà, on voit bien le genre de questions qui se posent. Mais si ça n'est pas le ou la candidate du Rassemblement national qui est élu, ce sera par un puissant vote contre le Rassemblement national au second tour. Et l'inconvénient de ce vote contre dans notre système politique, c'est qu'il ne donne pas une légitimité puissante au président élu, c'est qu'il ne donne pas un élan réformateur au pays, c'est qu'il ne tranche aucun débat. Et ça, c'est le grand risque aussi de 2027. Vous croyez, Jérôme Jaffray, c'est ma dernière question, à une régularisation du dérèglement de la Ve République, c'est-à-dire un retour du clivage droite-gauche et un retour d'alternance, je dirais, normale ou conforme à ce qu'a pu être la Ve République par le passé ? Il y a deux modèles, si vous voulez, de fonctionnement des systèmes politiques. Il y a le modèle de la confiance. Ça, c'est le modèle classique de la Ve République. Il y a une forte confiance dans le pouvoir exécutif, tantôt la gauche, tantôt la droite. Et vous avez tout à fait raison, ça a fonctionné comme cela et finalement bien fonctionné. Alors le général de Gaulle niait les notions de droite et de gauche, mais en tout cas à partir de l'élection de Georges Pompidou en 1969 jusqu'à la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, nous avons vécu sur ces alternances gauche-droite et cette simplicité. La confiance existe. Si vous n'avez plus la confiance, et je viens de souligner qu'elle a parlé vote contre, la confiance ne se fait plus. C'est le compromis qui permet à un système politique de fonctionner. Le compromis suppose des terrains d'entente entre les forces politiques. Nous n'en avons pas aujourd'hui. C'est la démonstration qui est faite depuis 1 an et ça va durer au moins encore 2 ans. Jérôme Jaffray, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique et de parler si clairement. À bientôt, à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, maître Sophie Obadia et Rémi Godot, rédacteur en chef de l'Opinion Radio Classique.